Entendez bien. Alors, on va utiliser le chat. Pas possibilité d'utiliser de micro, mais nous allons interagir avec le chat. Est-ce que vous m'entendez correctement? Yes. Bon, eh bien, écoutez, bonjour à tous. Ravi de vous retrouver pour ce cycle de conférences sur les transformations. Alors, le temps de il y a une dizaine de personnes là déjà qui sont là, 11. Leur laisser une minute pour arriver. Alors moi ce matin, je suis à Paris, donc bonjour de Paris. D'où est-ce que vous êtes connectés? Je pose souvent cette question, ça vient un petit peu d'Europe, parfois d'un petit peu plus loin. On a même eu, un Canadien une fois. Salon de Provence, Saint-Étienne, Aix-en-Provence. Super. Bonjour de Lille. Bonjour Annabella. Bonjour Claire-Marie. Bonjour Frédéric. OK, alors, moi j'ai un principe, c'est j'essaie de commencer à l'heure pour respecter ceux qui sont à l'heure. Donc ravi d'être avec vous ce matin. Je vais vous partager un sujet, moi, que je trouve absolument passionnant, qui est, un de mes combats depuis plein d'années, en fait. Parce que la santé émotionnelle, finalement, elle est, à la fois source de performance et puis de bien-être au travail. Un sujet, qui est quand même assez, important, pour beaucoup d'organisations, mais qui est vraiment très, très, très insuffisamment traité. Alors, peut-être au préalable, parce on m'avait posé la question, déjà plusieurs fois, mais vous, qui est-ce que vous êtes de manière générale? Qu'est-ce que vous faites? Donc d'abord, de manière assez, succincte, chez Olsen, qu'est-ce qu'on fait? Alors les problèmes auxquels, on répond, si vous n'avez pas de problème, nous n'aurons rien à faire ensemble. Donc nous, on est vraiment sur les transformations, sur la conduite du changement. Donc s'il y a de la saturation du changement, et il y en a dans de plus en plus d'entreprises, des changements importants, à installer. Là, on est sur un SIRH sur 14 pays, une installation, en flex office. Ça peut être un changement d'organisation également, déficit d'engagement. Donc après, on va plus être, sur une partie, managériale également. On intervient également sur ces sujets. Fonctionnement en silo qu'on retrouve très, 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 très souvent dans les organisations, et puis, mauvaise efficacité collective. La dimension d'efficacité collective est un sujet, clé quand on veut réussir des transformations. On a 3 mots clés dans la manière dont on travaille, et en fait, on couvre toujours ces 3 mots: mobiliser, aligner, structurer. Parce que quand on parle de changement, on a besoin, d'avoir un cap qui soit, commun et compréhensible, par tous. On a besoin évidemment d'être mobilisé par rapport à ce cap, et puis on a besoin de s'organiser pour faire les choses. Et puis, on me demande souvent: «Et en quoi vous êtes particulier, spécifique?» Et moi, je dirais que c'est le vécu que j'ai, à la fois professionnel et personnel, mais on est sur un métier de gestion de la relation, et donc l'épaisseur personnelle est très importante. Et puis on a développé des méthodos, spécifiques, et notamment on a 2 certifications en conduite du changement et en projet, et nous sommes éminemment pragmatiques. Voilà. En toile de fond, un mot sur l'association qu'on a créée il y a maintenant 2 ans sur, les transformations éthiques, parce que, bah, moi ça fait 20 ans que je suis dans les transfos, et j'en ai assez de voir que ça marche pas bien. Donc j'ai essayé pas mal de choses, et j'ai eu envie de créer un collectif de consultants, de coachs et d'organisations qui ont envie de changer les choses. Et donc, voilà, à notre mesure, on est quand même sur 7 pays. Donc si c'est un sujet qui vous intéresse, il y a un mini site, ethicaltransformations.org, et voilà, si ça vous intéresse, je serais ravi d'échanger avec vous. Et maintenant, moi, tout ce que je fais est aligné sur cette vision. Alors, quelques constats et enjeux sur, la santé émotionnelle pour réussir les transfos. On parla de, moi, ce qui me paraît pertinent en termes d'objectifs, et puis je vous donnerai, quelques cas clients. C'est toujours ce qui est le plus intéressant finalement, mais dans la vraie vie, comment ça se passe.
On va utiliser le chat, hein, donc n'hésitez pas à me poser des questions, je le surveille, et soit je réponds au fur et à mesure, soit je répondrai à la fin, mais j'essaye plutôt de le faire au fur et à mesure. Alors, en termes de constat et d'enjeux, une première question que j'ai envie de vous poser, c'est quelles sont les actions que votre organisation a mis en place pour améliorer la santé émotionnelle? Puisque derrière santé émotionnelle, en fait, on peut mettre pas mal de choses. Donc, je voudrais, voilà, pour rentrer un peu dans ce sujet, est-ce qu'il n'y a rien de fait chez vous? Est-ce que pour améliorer la santé émotionnelle, on repeint les murs? Parce que parfois, ça peut être le cas. Bon, je ne pense pas que ce soit traiter la cause des problèmes de santé émotionnelle. Mais est-ce que vous avez des choses qui sont aujourd'hui en place ou qui vont l'être pour traiter de la santé émotionnelle? Rien chez Cédric. Une formation sur la maîtrise des émotions, très important. La maîtrise des émotions. Alors ça, c'est intéressant d'ailleurs, cette formulation, parce que la maîtrise des émotions, l'émotion est justement quelque chose qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne peut pas maîtriser, que l'émotion, elle arrive. Après, c'est qu'est-ce qu'on en fait, effectivement. Et les émotions, c'est un sujet qui est vraiment très insuffisamment abordé dans les organisations, qui fait très peur, et pourtant qui est essentiel parce que c'est vraiment notre spécificité en tant qu'humain. Rien pour Grégory. OK. APP, supervision, formation, process, comme séance individuelle, coaching pour les intervenants de notre équipe. Ah, ça, c'est super, coaching. Ça, c'est une expérience formidable, coaching. À faire, par exemple, en équipe. Alors moi, j'en fais pas, mais je connais quelques personnes qui font ça. C'est une belle expérience. OK, super, merci Yannick, super métier. Alors, avançons dans notre sujet. Un élément pour poser, pour commencer, dans les changements, il y a des changements qu'on va appeler système 1, système 2. C'est un modèle, hein, comme vous le voyez. Et en fait, dans notre quotidien, on a en permanence des habitudes. Ces habitudes, on va appeler ça justement le système 1 parce que c'est quelque chose qu'on a appris par cœur. On a souvent notre routine du matin et on va appeler ça des activités de système 1 qui requièrent finalement peu d'énergie parce que justement c'est ancré dans nos habitudes. Voilà, vous avez quelques exemples, aller au bureau, nettoyer sa boîte mail, répondre aux demandes habituelles et ça va également avec la routine du matin. Dès lors qu'on a un changement, de comportement à installer, on va appeler ça plutôt donc le système 2 parce que ça nécessite, oui, parce que la version d'origine est en anglais et le système n'a pas été corrigé, donc il y a une petite faute d'orthographe. Et ça requiert donc beaucoup plus d'énergie. L'exemple qu'on utilise souvent pour illustrer, ce système 2, c'est, si vous êtes droitier, et ben, faites votre signature de la main gauche, vous verrez, ce sera moins efficace, vous allez mettre plus de temps et si vous voulez avoir de la entre guillemets «de la performance» dans votre signature, il va falloir, vous entraîner. Voilà. Et toute la question en fait qu'on a, c'est que donc qui dit changement dit la plupart du temps système 2, un effort à faire, donc besoin d'un accompagnement. Et il y a beaucoup de projets qui sont en échec justement parce qu'il n'y a pas d'accompagnement. Et alors pour nous, il y a 2 éléments qui sont clés en termes d'enjeux, hein. Je parlais tout à l'heure brièvement de la saturation. Il y a une notion de quantité. J'animais il y a quelque temps une formation pour des directeurs d'agences bancaires et je leur demandais, mais combien est-ce que vous avez de projets de changement en ce moment? Et ils me répondaient, bah, on en a 12. Et je dis, mais comment vous faites pour installer 12 changements en même temps, en plus de votre job du quotidien? Il dit, bah, on se débrouille, on en fait 2, on en fait 3. Voilà, le souci, c'est qu'il n'y a pas de priorisation. Donc il y a un premier sujet quantitatif qui est lié à la quantité de changements et c'est un point essentiel à surveiller dans votre organisation.
de vous assurer que, finalement le niveau de changement est pas trop élevé pour, ne pas éviter pour éviter la saturation et donc des blocages, de la part des collaborateurs. Il y a un deuxième aspect qui est important, c'est comment les gens vont se comporter par rapport à ce changement ou à ces changements. Et je vais venir juste après à la santé émotionnelle. Ce qu'on va attendre, en fait, de chacun des collaborateurs, c'est qu'ils agissent et leur action, elle va dépendre ben, finalement de leur état d'esprit, de ce qu'ils ressentent et de ce qu'ils pensent. On a malheureusement dans beaucoup d'organisations, et c'est assez naturel, quand on a un échec ou deux échecs sur certains sujets, on peut finir par se dire, eh ben, avoir une attitude négative qui est de se dire, bah tiens, sur tel sujet, on ne sait pas faire et on n'y arrivera jamais. Voilà, qui est effectivement une attitude négative. Là où ce qu'on va essayer d'installer dans l'organisation, c'est d'être sur une attitude positive, évidemment sur l'action, mais en premier lieu et avant tout sur le ressenti et sur la pensée. Or, pour pouvoir arriver à avoir, être dans une configuration positive, concernant les collaborateurs, et ben, c'est important que chacun soit à sa place. Chacun soit à sa place et c'est là qu'on va vraiment toucher, la santé émotionnelle. Alors, peut-être que certains connaissent cette, boussole émotionnelle. Ce qui fait que quelqu'un, va être à sa place, va être dans son flow. On utilise le terme de flow. Le flow, c'est finalement, ça caractérise un état émotionnel qui est extrêmement agréable, quand on fait quelque chose bah, qui nous épanouit, qui nous éclate. Alors ça peut être professionnellement, mais ça peut être également, dans le sport. Dans le sport, on parle pas mal de flow et en fait, pour, être dans le flow, en fait, il y a 3 conditions. Alors on en voit 2 de manière apparente ici, mais il y en a une 3e. Donc la première chose, c'est d'utiliser tout simplement ses compétences. Première chose, c'est dans quelle mesure est-ce que j'utilise, mes compétences? La deuxième et elle est tout aussi importante, c'est quel est le niveau de challenge? Si Federer, joue au tennis avec un débutant, eh ben, il utilise ses compétences, mais le challenge, est pas là. Donc il y a pas de dynamique, il y a pas d'enjeu, donc il y a pas d'intérêt. Il y a de ça va générer de l'ennui. Donc et ce niveau de challenge, en fait, il est pas figé puisque, justement, dans le temps, un challenge qu'on va relever ou qu'on va mettre 3 mois, 6 mois, 9 mois, à relever, et ben, ça veut dire que derrière, il faudra en définir un nouveau qui soit motivant. Et donc là, je touche du doigt, parfois des équipes ont, exactement le même objectif et ça, c'est un non-sens de donner exactement le même objectif parce que les potentiels et les spécificités ne sont pas les mêmes. Alors le 3e élément qui est essentiel, c'est la notion de motivation, donc qui n'apparaît pas en tant que telle, dans cette boussole, mais qui est néanmoins intégrée, dans la démarche, c'est qu'il faut que les personnes aient envie. Voilà, on peut utiliser ses compétences et avoir le bon niveau de challenge, mais si le challenge nous donne pas envie, ça va pas marcher. Voilà, donc on a besoin de ces 3 conditions, pour être dans le flow et qui dit, être dans le flow, dit être, bah, moins absent, plus loyal, plus productif et plus créatif et c'est là où je fais le lien avec ce qu'on vient de voir, juste avant parce que dès lors que, on est dans son flow, le temps, passe beaucoup plus vite, les choses nous paraissent plus faciles et on est beaucoup plus dans une capacité à intégrer des changements. Parce que justement, on est dans une, configuration, positive, on est dans une dynamique, positive, individuelle et collective. Et là, j'ai une question à vous poser, c'est selon vous, quel pourcentage des personnes est dans son flow? Si vous prenez une organisation ou vous prenez la France, peu importe le monde, quel pourcentage des personnes est dans son flow? 20%, 15. Alors souvent, il y a un écart très, très, très important. 10, là, il a 12, 3, Hélène, waouh! Et ben, c'est pas mal. C'est pas mal du tout, parce que 15 pour Yannick. On est à 8.
8%. 8%. En fait, c'est grave, en fait, quand on y pense. C'est grave parce que 8 personnes, 8% de personnes engagées dans leur flow, et donc ça, c'est ce qu'on constate depuis 20 ans. Moi, j'utilise un bilan canadien. Et voilà, si on regarde les résultats depuis 20 ans, et ben voilà, ça veut dire que finalement, vous avez grosso modo 8% de locomotives dans une organisation. Mais finalement, c'est assez réaliste, hein, parce que ben, moi, je travaille avec plein d'organisations, des petites, des moyennes, des grosses. Et ben, ouais, 8-10% de personnes qui sont vraiment très engagées et qui portent une dynamique forte. Et c'est pas une question de hiérarchie, hein, parce que moi, j'ai vu des gens incroyables sans responsabilité managériale et vraiment sur le terrain. Donc il y a vraiment moyen d'être dans le flow, quel que soit son niveau hiérarchique. Mais surtout, ce que ça veut dire, c'est qu'on a 92% des personnes avec un potentiel qui est insuffisamment exploité. Et ça, moi, c'est ça que je trouve intéressant aussi avec cette démarche, c'est que on va pas être dans un reproche des personnes, dire bah tiens, t'es pas ci ou t'es pas ça, mais plus voilà tout ce que tu as, et puis bah, tu en utilises 20, 30, 40 ou 50%. Et bon, je vais vous parler de cas de figure, c'est quand même assez saisissant les bénéfices qu'on peut obtenir en travaillant vraiment sur cet aspect. Alors, pour faciliter les attitudes positives, on a donc 2 moyens. Le premier, c'est la conduite du changement, hein. La conduite du changement, c'est une condition clé pour réussir des projets de changement. Si vous prenez, là, tout à l'heure, je vous parlais on a un dossier de SIRH, de système d'information RH, à mettre en place sur 14 pays. Heu, c'est un projet qui est à 2,5 millions pour l'année 1. Le retour sur investissement, il n'est pas lié au projet. Bon, c'est pas le projet qui va amener le retour sur investissement. Le retour sur investissement, il va être permis parce que le projet aura fait son job et que derrière, il y aura de l'adhésion et l'utilisation effective de ce changement. Donc, pour arriver à cela, parce que surtout un SIRH, c'est des changements qui sont pas anodins pour l'ensemble des collaborateurs, il y a besoin d'expliquer et d'accompagner pour que les personnes acceptent finalement d'utiliser ce SIRH et puis le fassent de manière correcte. Donc, plus on va pouvoir accompagner, plus on va avoir des attitudes positives et plus on va pouvoir aller vite sur ce changement et donc, en conséquence, avoir bah, plusieurs projets en parallèle et au final, à la fin de l'année, avoir géré plus de projets de changement. Et le deuxième sujet, c'est l'alignement individuel et collectif. L'alignement individuel et collectif, c'est vraiment s'assurer que les personnes qui sont impliquées dans cette transformation ou qui sont fortement impactées par cette transformation, eh ben, sont à leur place, tout simplement. Et quand je dis sont à leur place, c'est qu'ils peuvent utiliser en grande partie leurs compétences et ont un niveau de challenge approprié. Et je rajoute bien, et ont un niveau de challenge approprié. Parce que moi, je le trouve affligeant. Je lis parfois sur les visages en rendez-vous les gens qui sont pas à leur place. Alors, parfois, c'est des managers qui n'ont pas envie de manager. J'ai un client en ce moment et j'ai une manager et c'est le département le plus important qui dit: «Oh, ça me saoule le management en fait, mais moi j'ai envie de faire mon taf toute seule et j'ai vraiment pas envie de manager, quoi». Et le souci, c'est que ça a un impact considérable sur l'état d'esprit de l'équipe, la performance de l'équipe, l'ambiance de l'équipe. Donc c'est très, très, très important d'être, et puis c'est systémique, hein, d'être vraiment respectueux des talents et des capacités des uns et des autres. Et donc l'enjeu, c'est de les connaître, c'est de les identifier et de s'autoriser à dire: «Mais finalement, quelles sont les compétences des personnes que j'ai dans mon équipe, quels sont les atouts en présence. Et il y a une chose qui est sûre, moi que j'observe de manière systématique, c'est qu'on a une très grande méconnaissance d'au moins une partie des talents des uns et des autres, parce que en général, il n'y a qu'une partie des talents qui sont utilisés. J'ai un exemple, je pense à
une jeune femme, le DG me disait: «Bah, tiens, un tel, je voudrais la promouvoir en office management, en tant qu'office manager. Il y a besoin d'une personne un petit peu plus transversale pour gérer un certain nombre de dossiers». Et je lui dis: «Bah, très bien». Et donc j'ai fait un bilan flow, à cette personne, et elle était dans l'entreprise depuis 8 mois à peu près. Et il y avait un match, absolument parfait avec le job d'office manager. Et je lui dis: «Mais c'est pile poil, et pourquoi est-ce que tu as pas poussé un petit peu? Parce qu'au regard de ce que tu fais aujourd'hui, de ce que tu pourrais faire, il y a quand même un gap important, quoi. Tu as des capacités là, là, là». Puis je lui mentionnais. Elle me dit: «Ouais, mais» et elle m'a donné une réponse qui m'a marqué, en fait. Elle m'a dit: «Ouais, mais moi j'ai été recrutée pour ça». Voilà. Et donc, ça veut dire que si on va pas dans l'ouverture, si on va pas, s'intéresser aux compétences des uns et des autres, eh ben, finalement, on passe à côté de merveilleux talents. Et ce qui est fantastique, c'est que quand on permet aux gens de libérer leurs talents, ben, c'est une boucle, positive, absolument extraordinaire, parce que les gens se sentent, reconnus, ils sont plus efficaces, ils amènent de la dynamique, donc c'est vraiment, moi je trouve que c'est fantastique de travailler sur ce sujet-là, parce que c'est un bénéfice vraiment absolument, pour tout le monde. Voilà, c'est ce qui fait que ce soit, pour moi un combat important, parce que j'ai la conviction que, demain ou après-demain, toutes les organisations, auront, des processus qui sont en place de manière à permettre aux gens, d'apporter tous les talents qu'ils ont à apporter. Et donc, on disait tout à l'heure, grosso modo 8 des personnes, qui sont dans leur flow. Ça veut dire qu'il y en a, et il y en a 72, ça va être le ventre mou. Alors ça, on le sait tous, hein. Le ventre mou, c'est-à-dire que, bon, ils observent, ils suivent doucement, ils font le boulot, mais c'est vraiment les locomotives qui portent la dynamique collective. Et puis, on a grosso modo 20 de personnes, qui sont les indifférents. Indifférents, et dans les 20 on peut mettre, bon, alors 5-8, peu importe, mais en tout cas, il y en a aussi qui peuvent, nager à contre-courant aussi. Et donc ces 20, c'est tout ce qui est absentéisme, et tout ce qui va poser des difficultés dans l'organisation. Et parfois vous avez des collaborateurs finalement qui vont être dans ces 20 d'indifférents, tout simplement parce qu'ils sont pas du tout, du tout, du tout alignés sur leur job. Et c'est vrai que, quand on a besoin d'une certaine sécurité, qu'on se dit: «Bah, tiens, je suis, payé pour faire un job, j'utilise 30 de mes compétences», et ben, et pas nécessairement avec le bon niveau de challenge, et ben, c'est des gens qui vont pas avoir envie de faire, d'être impliqués, de porter une dynamique. Et donc je trouve ça important aussi heu de pas être trop critique, vers ces personnes, parce que moi je pense que, moi, j'ai une conviction vraiment forte, c'est que les problèmes, d'en bas sont d'abord les problèmes d'en haut. Et c'est la responsabilité de l'organisation, bah, de faire en sorte que l'organisation soit cohérente par rapport à la stratégie, et à l'ambition, et c'est la responsabilité de l'entreprise de faire en sorte que les personnes soient à leur place. Et on a un vrai levier d'action. Et donc moi, pour moi, l'objectif, ce sur quoi moi je travaille, et je rêve heu, d'installer de manière large, ce qu'on peut appeler le savoir devenir. Le savoir devenir, ça consiste à faire, exactement l'inverse de ce qui est fait aujourd'hui dans l'administration. Dans l'administration, c'est l'administration qui gère le parcours des personnes. Et pour moi, installer le savoir devenir, c'est donner les moyens aux collaborateurs de mieux se connaître, d'avoir pleinement conscience de leurs talents et leurs compétences, de manière à, leur permettre de, choisir eux-mêmes, en fonction de leur ambition, ce qu'ils veulent faire et comment ils veulent le faire. On n'a pas à imposer une ambition à des collaborateurs. Il y en a qui en ont, il y en a qui en ont pas, et c'est OK. Et c'est complètement OK. Voilà. Et donc pour moi, ce qui est important, c'est d'arriver à essayer de faire basculer, de prendre 10 qui sont dans l'indifférence, et puis de pousser vers la droite. Voilà. Et donc de mettre 10
d'indifférents dans le ventre mou et ceux qui étaient, proches du flot, bah, pour le coup, de les faire basculer dans le flot. Et là, vous imaginez le changement radical qu'il peut y avoir dans une organisation et moi je l'ai constaté, hein, qu'il peut y avoir quand, et ben, on divise par 2 les personnes qui sont, bah, qui s'ennuient et puis on multiplie par 2 grosso modo, hein, c'est à peu près ça, les locomotives de l'entreprise. C'est un changement considérable et ce qui est fantastique, c'est systémique, c'est vraiment systémique. Alors, je vais vous parler de quelques cas clients. Ça, c'est une société industrielle, l'année dernière, on avait une réorganisation. Il y avait besoin, de, remettre, le client au centre de tous les processus parce qu'il y avait énormément de silotage. Et là, il y a eu 50 personnes impactées, et je me rappelle encore de la DRH qui est venue vers moi et dit: «Bon Philippe, là, ces profils-là, comment on va les former?» Et je lui dis: «Mais la 1re question, c'est pas comment on va les former, c'est plutôt est-ce qu'on a les bonnes personnes?» Parce que quand on change de manière importante, certaines fonctions, et ben, c'est essentiel de s'assurer que, elles sont faites pour cette fonction et là, je pense, spécifiquement à 4 personnes pour lesquelles j'ai fait un bilan flow parce que, c'était des chargés de clientèle à qui on demandait de changer de rôle, c'est-à-dire qu'ils passaient d'un rôle très, vertical avec quelques clients à un rôle de, gestion de toute l'information, sur le processus de production et la gestion de la relation client. Heu et donc, sur les 4, bah, il y en avait 2, c'était parfait. C'était vraiment, mais vraiment nickel, parfaite évolution et il y en a 2, ça ne le faisait pas du tout, du tout, du tout. Et quand j'ai vu les résultats, il y en a un, je me dis: «Mais ouh là, ça va pas le faire du tout, du tout, du tout» et alors là, c'était même un changement de poste parce que, la personne n'était pas du tout, du tout faite pour ce job-là et le 4e, c'était amusant parce que, j'ai vu dans les résultats de son flow qu'il y avait un talent manuel. Alors bon, dans la gestion de la relation client, le côté manuel, il y est pas tellement et en fait, c'est une personne qui était dans cette équipe, qui était le référent quand il fallait, aller sur le terrain et puis comprendre quelque chose de technique en lien avec la commande. Sauf que là, gérer plein de clients, et donc centré sur de la relation, ça ne pouvait pas le faire. Donc il a fallu, faire évoluer son poste, pour que, bah, qu'il puisse trouver un meilleur équilibre entre, les compétences, qu'il peut donner à l'organisation et puis son job. Voilà donc, on a fait, 2 ajustements de fonction et puis une personne, en repositionnement, sur ce service et je me rappelle encore de ces 2 personnes qui étaient vraiment, qui étaient pas alignées, hein, pour ce nouveau job et la reconnaissance en fait, extrêmement importante que je voyais dans leurs yeux et qui m'ont exprimé en disant: «Ah, qu'est-ce que je suis content!» Parce que finalement, si on regarde bien, moi j'essaye d'avoir un regard vraiment positif, sur les situations et surtout sur les personnes. Les gens qui ne veulent pas bien faire, c'est rarissime. Les gens ont envie de bien faire. On a en général envie de bien faire. Il faut juste créer les conditions, que les gens se sentent, respectés pour ce qu'ils sont, pour ce qu'ils peuvent, apporter et dans ces cas-là, et ben, quand on arrive à respecter le système, l'entreprise est un système et chaque personne est un élément clé de ce système. Quand on respecte ces conditions, à ce moment-là, on a une courroie positive qui se met en place et là donc là, on a une augmentation de la satisfaction client, de 5 points parce qu'on a atteint, l'objectif, mais surtout, on a eu une augmentation de l'engagement de 8 points. Parce que ça a vraiment impacté, l'ensemble des équipes, de voir véritablement qu'on avait été capable de modifier l'organisation pour prendre en compte, les spécificités de plusieurs personnes et ça change tout en termes, d'état d'esprit, dans une organisation. Heu
Voilà, alors Isabelle, oui, dans l'organisation qui m'emploie, quand il y a des réorgs, c'est comme ça et pas autrement. Ben, ça s'appelle du top down, ça, j'aurais tendance à dire: «Ça, c'était avant». Parce que dans l'avenir, ce sera moins en moins possible de fonctionner comme ça parce que c'est pas pérenne, c'est pas bon pour l'organisation, c'est pas bon pour les personnes. L'enjeu stratégique, c'est comment j'accompagne et très souvent, les problèmes techniques, ils sont très, très souvent secondaires, en fait. C'est très rarement des problèmes techniques. L'enjeu systématiquement, c'est comment on va expliquer aux gens, quelle histoire on va leur raconter. Hein, moi, le 1er point que j'aborde, c'est quelle histoire on raconte et il faut que tout le monde raconte la même histoire. Quel est le lien avec, la stratégie et l'ambition? Comment est-ce que les exécutives vont porter ces messages? Et puis, concrètement, comment on va accompagner? L'accompagnement est essentiel. Quand il y a un changement, on ne peut pas dire: «Ben, voilà, c'est comme ça, faites, et faites ce que je vous dis». Et en conduite du changement, ce qui me vient, il y a une chose qui est très vraie, je vous invite à la noter, c'est: il ne suffit pas d'avoir raison. Il ne suffit pas d'avoir raison. Si effectivement, il faut se réorganiser parce qu'il y a telle ou telle caractéristique marché ou telle caractéristique interne, OK, très bien. Mais si les gens n'ont pas envie de faire, les gens n'ont pas envie de faire. Donc, il y a besoin de prendre en compte cet aspect et notamment, les aspects émotionnels qui sont liés au changement. Et alors Isabelle, comment faire en sorte que les dirigeants l'acceptent? Alors moi la question qui me vient et que je pose très, très souvent et que je me pose aussi, toujours sur un projet, c'est: qu'est-ce que ça coûte de faire et qu'est-ce que ça coûte de pas faire? Et si on reprend l'exemple de l'organisation, qui était également pour vous Isabelle, heu heu, qu'est-ce que peut coûter l'échec de cette réorganisation? Ou le fait que cette réorganisation, elle prenne 1 an à être en place et pas 2 mois. Voilà. Donc c'est toujours cette question de qu'est-ce que ça coûte de faire? Qu'est-ce que ça coûte de pas faire? Et vous voyez, par exemple, pour ce SI RH, 2,5 millions d'euros, c'est quand même une somme qui est relativement significative. Quand on se dit: «Bah, tiens, finalement, le retour sur investissement de ce SI RH, il dépend de l'adoption», on se dit: «Ben, oui, mais donc si on veut avoir un retour sur investissement, il faut absolument qu'on mette des moyens sur l'accompagnement, les explications, pour que, il y ait une adhésion et un engagement qui soit rapide, sur ce projet». Donc c'est essentiel. Le deuxième exemple, c'est sur un prestataire de services, en R&D sur une PME. Là, de sa personne avant, c'était un périmètre de 50 pour une société industrielle ils sont 800 à peu près. Donc là, c'est une plus petite structure et c'était pour le département R&D. Et là, alors là, c'était assez amusant parce que j'ai fait une revue de CODIR. En tout cas, je ne l'ai pas fait pour tout le monde, hein, mais je l'ai fait pour 3 membres du CODIR. Et ah si, si, ouais, il y avait un membre du CODIR, c'était pas possible, ça ne le faisait pas. Alors il était là depuis très, très longtemps, mais il y avait clairement un désalignement. Il y avait plutôt une relative insatisfaction, ben, une nette insatisfaction en termes de fonctionnement CODIR, et de sa fonction qui était le DAF. Et là, en fait, ce qui était intéressant, c'est que, avec le bilan flow, j'ai amené le DAF à prendre conscience qu'il y avait un décalage entre ce qu'il pouvait offrir et ce qu'on lui demandait de faire. Donc, c'était pas: «Tu pas ci, t'es pas comme ça» ou «Tu fais pas ci, tu as pas cette capacité», mais plutôt dire: «Voilà tout ce que tu as apporté et par rapport à tout ce que tu as apporté et ben, finalement, tu utilises à peine la moitié de tes compétences». Et ça, c'est très rassurant, en fait, parce que quand les personnes sont en difficulté, ont un échec, elles vont plutôt critiquer parce que, finalement, c'est un peu difficile de dire: «Ben, moi, je fais pas le job». Sauf que la cause, elle est structurelle, parce qu'il y a justement un désalignement.
Et donc ça, vous l'avez au niveau du codir, vous l'avez chez les managers au niveau du dessous, et puis vous l'avez sur des fonctions très, très, très opérationnelles. Ce qui est magique dans la nature humaine, c'est qu'on a à peu près toutes les compétences. Par contre, elles ne seront pas dans toutes les têtes. Donc, il faut avoir conscience, et moi je parle souvent de conscience de soi. La conscience de soi est un élément essentiel et qui permet justement d'avoir des personnes qui sont là où ils doivent être et qui vont permettre d'embarquer les autres dans une dynamique positive. Et donc, chez ce prestataire de service, on avait 2 risques élevés de burn-out, et donc là, on est intervenu immédiatement pour que ça n'empire pas. Un burn-out, c'est facilement 1 an et demi d'arrêt de travail derrière, hein, donc c'est un coût très important pour l'entreprise et c'est un coût encore plus important pour le collaborateur. Donc s'il y a vraiment des moments où il faut intervenir très vite, c'est là-dessus. On a eu 7 modifications de poste. On a fait, sur les 200 personnes, j'ai dû faire une quinzaine de bilans, parce qu'on ne va pas le faire de manière systématique, le bilan, mais on le fait pour les personnes sur lesquelles on se pose des questions ou qui expriment une insatisfaction. Et puis là, on l'a fait sur ces 200 personnes, il y a une quinzaine d'équipes et on l'a fait sur 3 équipes pour lesquelles il y avait des difficultés. Parce que quand il y a des difficultés dans une équipe, ça peut être lié au manager, ça peut être lié à une personne, ça peut être lié à plusieurs, ça peut être lié à des interactions. Donc, il y a besoin de décortiquer un peu la difficulté pour arriver à traiter les causes, les problèmes et pas les symptômes. Et ça, c'est une question qui est importante à se poser quand il y a des difficultés, c'est de surtout pas s'arrêter aux symptômes. Voilà. Et là, bah, interruption des arrêts maladie, hein. L'arrêt maladie est un bon moyen de se préserver, hein. Voilà, moi, si on me donne un job où j'utilise 30 de mes compétences, je vais pas avoir envie de bosser et voilà, si j'ai pas cette capacité à me dire: «Ben, ça me va pas, je vais faire, je vais aller ailleurs, ou je vais pousser la porte pour essayer de bouger, en interne». Et il y a beaucoup de gens qui ne vont pas oser, hein. Beaucoup, beaucoup, beaucoup de gens. Amélioration du climat social et puis, de nouveaux projets lancés parce que, on libère de l'énergie, en fait, quand on travaille sur la santé émotionnelle. Quand on permet aux gens d'être mieux alignés, on libère véritablement de l'énergie et ça, moi, je l'observe, tous les jours. Je l'utilise pas tous les jours, mais à chaque fois que je l'utilise, en tout cas, c'est vraiment ce que j'observe et c'est assez magique. Hem, merci pour ces phrases chocs. Je vais acheter un piolet et des chaussures de marche. 7 000 personnes, ouais. Alors Isabelle, il y a, moi je crois beaucoup, quand je regarde, une organisation et une problématique, celle-là ou d'autres, la question que je me pose toujours, c'est, quel est le 1er effort ou les premiers efforts qui vont permettre, d'enclencher une dynamique positive? Et sur certaines organisations, et ben, il faut passer par le ou les exécutifs, c'est-à-dire se trouver quelqu'un au comité de direction et se dire: «Bah, tiens, on va essayer ça», et parfois, c'est au contraire de passer par les équipes. Donc moi, voilà, Isabelle, à votre place, je me posais cette question-là et on peut en parler très volontiers. C'est comment est-ce que je peux démontrer l'efficacité de quelque chose? Et en conduite du changement, et c'est valable pour la santé émotionnelle, mais je fais très souvent ça en conduite du changement. Il y a très peu d'exécutifs, de comités de direction qui sont véritablement sensibles à la conduite du changement. La conduite du changement, pour beaucoup, c'est ouais, bon, allez, c'est bien, on va faire de la com, on va faire de la formation, mais c'est bon, quoi. On leur demande de faire, ils font. Hein. C'est souvent ça. Et donc, ça m'arrive très fréquemment, donc dans un contexte comme celui-là, dire: «OK, eh ben, choisissons un projet, qui est assez visible et puis on va faire du change sur ce projet. Et en faisant du change sur ce projet, on va démontrer l'efficacité». Et en conduite du changement, en fait, il y a toujours 2 problèmes quand on fait de la conduite du changement. Le premier problème, c'est de convaincre de l'efficacité et de l'intérêt de la conduite du changement. Et le deuxième, c'est 8 mois, 1 an ou 2 ans plus tard, c'est de devoir dire non parce que une fois qu'on a démontré l'efficacité de la conduite du changement, tous les chefs de projet veulent en faire.
tous. Voilà. Et donc, moi, sur toutes les organisations où j'ai commencé à travailler en change, j'ai rencontré ces deux problématiques, convaincre au début et ensuite devoir dire, ah ben non, attendez, on ne peut pas faire du change partout, il va falloir choisir. Et donc là, c'est pareil, Isabelle, pour moi, la question à se poser, c'est où est-ce qu'on peut agir pour commencer à démontrer l'efficacité réelle, le ROI véritable, hein, parce qu'il y a un ROI sur la santé émotionnelle. Et moi, c'est pour ça que je me bats, parce que je ne suis pas un béni oui-oui. Voilà, l'organisation n'est pas faite. La vocation d'une organisation n'est pas de rendre les gens heureux. Voilà. L'objectif, c'est de faire du résultat, c'est de faire du bénéfice. Ne nous voilons pas la face. Mais le meilleur moyen de faire du bénéfice, c'est de permettre aux gens d'apporter tout ce qu'ils ont apporté, ou en tout cas le plus possible de leur talent. Et quand on respecte les individus, et ben, on va respecter l'organisation et permettre à la fois du résultat, de l'efficacité, et puis du bien-être au travail. Voilà, et Isabelle, parlons-en volontiers, c'est des challenges intéressants, surtout quand il y a 7 000 personnes. L'outil, moi, c'est un bilan flow que j'utilise qui vient du Canada, qui s'appelle Interqualia, et pour lequel je forme également. Alors pour moi, et c'est en lien avec ce que je disais à Isabelle, c'est stratégie des petits pas. Voilà, jamais partir sur des projets trop ambitieux tant qu'on n'a pas éprouvé, expérimenté. Et donc moi, c'est ma proposition. Moi, voilà, j'adore travailler là-dessus parce que c'est permettre à la fois de redonner le sourire à des personnes qui sont désalignées, et puis de remettre de la performance et surtout de la dynamique. Et donc, voilà, si vous voulez l'expérimenter, voilà, grosso modo, en général, c'est plutôt aux alentours des 1 000 €. Il y a un bilan qui se fait en ligne, et puis ensuite, en fait, c'est une sorte de coaching d'1 h 30. Et donc là, je fais un tarif spécifique pour que vous puissiez toucher du doigt les bénéfices de cette approche. Donc, je serais ravi de vous permettre d'en toucher les bénéfices. Donc, je fais ce tarif jusqu'à vendredi seulement. N'hésitez pas également à prendre rendez-vous si vous voulez en savoir plus. Moi, voilà, j'adore ce sujet, et c'est un sujet qui a de l'avenir, qui a énormément de sens pour tout le monde. Donc, n'hésitez pas. Alors, sur ma prochaine conférence, ce sera sur l'ambition, en fait, en conduite du changement, quelle que soit l'organisation. Soit il y a déjà un peu de change, soit il y en a beaucoup, mais systématiquement, il y a la question de comment on fait un pas de plus pour installer la conduite du changement dans l'organisation jusqu'à ce que ce soit dans l'ADN et que tout le monde sache comment fonctionne la conduite du changement, comment l'utiliser. Mais la maturité en France en change est quand même très, 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 très faible. Et donc, je vous expliquerai un petit peu quels sont les différents rôles dont on a besoin pour que la conduite du changement soit efficace. Je vous parlais d'un audit de maturité qui permet de dire, voilà où on en est, nous, dans l'organisation, en termes de maturité sur la conduite du changement, et puis quelles sont les prochaines étapes pour pouvoir installer le change dans l'organisation. Alors, mes coordonnées, vous allez les avoir. Je vais vous envoyer le replay vraisemblablement dans la journée. Et le lien pour cette masterclass, oui, il existe déjà. Je pense que si vous cliquez sur le campus, si vous allez sur le campus, vous retrouverez, vous cliquez dessus, et logiquement, Pablo a dû faire le changement et a dû basculer sur le prochain. Voilà, ravi d'avoir partagé ce sujet passionnant ce matin qu'est la santé émotionnelle, et particulièrement pour réussir les transformations. Je vous souhaite un très bon long week-end pour ceux qui en ont. Pour d'autres, moi je travaille aussi demain, après-demain. En fait, je travaille à peu près 7 jours sur 7 parce que ça me passionne. Bon, presque 7 jours sur 7. Bon week-end, au plaisir de vous retrouver en one-to-one ou alors sur une prochaine conférence. Belle journée à tous, à bientôt.